Eh bien nous y sommes, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Rencontres Bureau Île-de-France en direct live. Alors c'est désormais un fait avéré. 2021, comme vous le savez, a largement rebattu les cartes du marché des bureaux en Île-de-France. 2022 sonne aujourd'hui le retour à la normale, ou plutôt devrais-je dire à une certaine normalité qui illustre parfaitement le Rubik's Cube que vous apercevez à l'écran qui est désormais en passe de trouver sa position définitive. Alors il est vrai que lors des précédentes rencontres, nous commencions tout juste à nous forger des convictions sur les nouveaux relais de croissance, des convictions sur les nouvelles attentes des utilisateurs post-crise sanitaire. Et comme nous l'avions annoncé, la RSE, la centralité ou encore l'hybridation des modes de travail sont devenus des enjeux prioritaires pour nos clients utilisateurs. Alors ce triptyque se confirme bel et bien et constitue à la fois un relais de croissance mais aussi le socle de cette fameuse nouvelle normalité. Et ce sera tout l'objet de nos débats ce matin. En 45 minutes chrono, on s'y engage, plus 15 minutes de questions-réponses. Alors nos experts vous apporteront leur éclairage sur cette thématique avec tout d'abord Eric et Loïc Cuvelier pour qui le marché des bureaux et des grandes surfaces et des grands utilisateurs franciliens n'a plus de secret depuis longtemps. Nos directeurs après Mid-Market, Marie Chara et ainsi que nos trois Frédéric, Bliss, Godard, Dos Santos compléteront cette intervention avec une grille de lecture cette fois-ci bien plus sectorielle. Et puis enfin, le workplace et le change management qui sont plus que jamais au cœur des préoccupations de nos clients utilisateurs. Et bien là, cette fois-ci, c'est Cécile Régnier, directrice adjointe au sein de l'équipe Conseil, Workplace et Projet, qui accompagne beaucoup de nos clients utilisateurs avec son équipe. Enfin, je vous le rappelle, vous pouvez dès maintenant poser vos questions anonymement dans la rubrique questions-réponses. On les traitera avec plaisir en fin de session. Alors sans transition aucune, je vous propose de mettre notre marché locatif francilien en perspective. Alors en perspective d'une situation géopolitique tendue, d'une inflation en France que l'on attend en forte hausse, c'est tout de même plus 5,5% à fin 2022, avec finalement un triple impact. Alors tout d'abord, bien entendu, c'est un impact en matière d'indexation des loyers, avec un indice ILAD qui est attendu en hausse de 5,1% fin 2022, mais c'est aussi l'envolée des coûts de construction. Et puis enfin, troisième conséquence, la remontée de l'OAT 10 ans et dans son sillage des taux de financement. Des difficultés de financement qui pourraient bien entendu tempérer les ardeurs de nos clients en net éco, gros consommateurs de surface parisienne centrale. Alors malgré ces incertitudes, on peut dire et affirmer d'ailleurs que la dynamique du marché des bureaux franciliens est bel et bien là, avec un nombre de nouvelles recherches enregistrées par nos équipes en nette augmentation. C'est près de 50% de mieux en un an seulement, une hausse d'autant plus marquée en petite et moyenne surface. Et avec, on va le voir, des prévisions de marché et de demande placée que nous avons revues à la hausse pour cette fin d'année. Ceci est bien entendu en lien avec, d'une part, une croissance positive en 2022. On attend 2,3% en France selon les économistes de BNP Paribas. Certes, beaucoup moins élevé que ce que l'on pouvait imaginer en début d'année, mais ça reste bien supérieur à notre croissance de long terme. On a aussi un marché de l'emploi que l'on pourrait qualifier de dynamique avec un taux de chômage qui devrait rester stable. On a aussi un nombre de créations d'entreprises en hausse. Et enfin, premier enseignement de ces rencontres, les Cassandres nous avaient annoncé un grand exode urbain en faveur des régions. Eh bien, cet exode, il n'a pas eu lieu. La dynamique de départ de la région Île-de-France ne s'est pas accélérée et j'ai envie de dire au contraire, ce sont les mouvements intra-régionaux qui se sont accentués. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet avec des nouvelles plutôt réjouissantes pour le marché des bureaux franciliens. Une dynamique constatée actuellement qui prouve bien que les utilisateurs ont définitivement fait la sourde oreille aux événements macroéconomiques, électoraux ou encore géopolitiques. La volonté de change l'emporte pour s'adapter d'une part aux nouveaux usages, et là on parlera d'hybridation des modes de travail, mais aussi aux nouvelles attentes de leurs collaborateurs en matière de RSE ou encore de bien-être. Des thèmes sur lesquels nous reviendrons plus en détail tout au long de ces rencontres. Alors avant de donner la parole à nos experts, balayons, si vous le voulez bien, rapidement les trois grands drivers du marché des bureaux franciliens. J'entends par là la demande placée, l'offre et la vacance, ainsi que l'évolution des loyers. Alors une demande placée tout d'abord, qui renoue avec sa moyenne décennale à fin juin, en progression de 24% tout de même par rapport à 2021.
On a aussi des perspectives de volume placé telles que je vous l'annonçais en préambule, revues à la hausse. On est passé de 2,1 à 2,3 millions de mètres carrés attendus en fin d'année. Et puis à signaler toutefois une dynamique qui reste inégale selon les secteurs géographiques. J'entends par là que le désir de centralité reste un marqueur fort du marché locatif francilien, avec Paris QC à la Défense qui surperforme aujourd'hui depuis 2 ans. Autre bonne nouvelle, l'offre à 1 an se stabilise quant à elle, mais reste à un niveau tout de même élevé, à 5,6 millions de mètres carrés. On a tout de même 1,8 million de mètres carrés dans le neuf, donc avec des immeubles qui seront flex-compatibles et compatibles, bien entendu, avec les nouveaux usages attendus par les utilisateurs. Alors la vacance immédiate maintenant, elle se stabilise également à 7,4%, mais avec toujours de fortes disparités géographiques. Alors enfin, sur le front des loyers, là pour le coup, c'est le grand écart. Alors plus que jamais, on a une évolution des valeurs locatives qui tient compte de la confrontation entre l'offre et la demande, avec des perspectives encore à la hausse sur les meilleurs quartiers d'affaires parisiens. Et c'est le cas notamment dans le compartiment Prime, ce que l'on voit à l'écran. Ces performances s'accompagnent encore de mesures d'accompagnement généreuses, c'est tout de même 24% en moyenne à l'écran, en moyenne en Île-de-France. Elles ne sont pas encore résorbées, y compris sur les secteurs les plus tendus. Alors j'en ai fini avec une entrée en matière très orientée marché, je vous le concède, et je me tourne maintenant vers Cécile. Cécile qui, je vous le rappelle, est notre experte en change et workplace. Cécile, bonjour. Cécile, ces nouveaux usages post-crise sanitaire que je viens de décrire sont-ils réservés à une typologie d'utilisateurs ? Alors bonjour Eric. Clairement, il n'y a pas de profil type d'utilisateur. La transformation touche toutes les entreprises. On accompagne à peu près une centaine de projets par an dans des secteurs d'activité variés et impliquant l'ensemble des strates. Les directeurs généraux, les directions immobilières, les directeurs de la transformation, les ressources humaines, tous se posent la même question, à savoir quel sera le rôle du bureau demain, pourquoi et comment faire revenir nos collaborateurs. Jamais l'immobilier n'a été aussi stratégique et au cœur des décisions immobilières. Alors très bien Cécile, alors on a intitulé ces rencontres « Nouvelle normalité ». Alors quelle est cette nouvelle normalité d'après toi côté utilisateur ? Alors c'est vrai qu'on est en train de vivre un vrai tournant. 2021, c'était plutôt l'année des réflexions immobilières et la construction des politiques de télétravail. 2022, on est plus dans le déploiement et la mise en place de ces expériences auprès des collaborateurs. Finalement, on commence à avoir un peu de recul et un retour d'expérience sur la typologie des immeubles capables d'absorber ce travail hybride. On voit bien que certaines entreprises comme Tesla ou encore Apple rappellent fermement les collaborateurs à leur bureau, exactement. Donc on sait que le métro boulot dodo est derrière nous, que finalement on n'aura plus un seul lieu de travail mais plusieurs. On parle d'ailleurs plutôt de lieu de vie, lieu de destination, lieu de sociabilisation, lieu de ralliement pour des sessions ponctuelles. En gros, tout sauf des bureaux. Donc si on résume à peu près les grands enjeux, on parle de modularité, santé, bien-être, éco-responsabilité, mais le but ultime est de réattirer les collaborateurs sur leur lieu de travail. La première raison, c'est pour assurer la cohésion des équipes, mais c'est aussi pour construire la culture d'entreprise. On est passé d'une étape de prêt-à-porter un peu pour les immeubles passe-partout, et là on rentre plutôt dans une ère du sur-mesure avec des immeubles réalisés et faits au service des utilisateurs. Cécile, je crois que Eric et Loïc qui nous ont rejoints sur le plateau boivent du petit lait en t'écoutant. Alors selon Cécile, Eric et Loïc, 2022, année de la réappropriation du bureau. Alors Eric, tout d'abord, est-ce que cela se confirme en grande surface de plus de 5000 m2 d'après toi ? Alors oui Eric, je confirme, d'autant plus que les grandes surfaces avaient certainement été les plus impactées par la crise sanitaire. L'effet rattrapage amorcé en 2021 s'est bien accéléré cette année. À fin juin, on comptait déjà 28 opérations en Île-de-France pour un volume de 328 000 m2. Soit une progression tout de même de 38% par rapport au premier semestre 2021. Sur la fin de l'année, la demande placée en grande surface devrait dépasser les 800 000 m2 pour environ 65-70 opérations. Au final, nous devrions atteindre de nouveau la moyenne décennale. C'est une très bonne nouvelle. Alors comment explique-t-on cette accélération, Eric ? Cette belle dynamique est portée essentiellement par deux moteurs, celui de la révolution des organisations, mais aussi celui du fort besoin de centralité. Alors, la révolution des organisations, tout d'abord, contraint les utilisateurs à transférer leur siège social vers des immeubles techniquement flex-compatibles, mais aussi très serviciels.
Quand on a fort besoin de centralité, il constitue un mouvement de fond vers des secteurs plus établis, mieux connectés et disposant d'un vrai agrément de vie de proximité. Il n'est donc pas étonnant de voir que près de 60% des transactions en grande surface se situent soit à Paris, soit à La Défense, soit 17 deals sur 28. Alors l'an dernier, tu avais évoqué le resizing, Eric. Alors est-ce qu'il est toujours au rendez-vous, ce resizing? Oui, Eric. Le resizing est toujours là. En moyenne, les entreprises réduisent leur empreinte immobilière de 30%. Elles peuvent même aller jusqu'à 50%, notamment dans les secteurs de la banque, assurance, mais aussi au sein des SEN et du conseil. D'autres, en revanche, refusent le télétravail, qui constitue un gros mot. Il s'agit principalement des entreprises du luxe, mais plus généralement des sociétés à capital privé. Alors plus globalement quand même, on constate un léger mieux, avec une taille unitaire des transactions en grande surface qui augmente à nouveau. On est passé en un an de 9000 m² à 12 000 m², mais pour rappel, nous étions encore à 13 400 m² en moyenne décennale en 2019. Aussi, le compte n'y est malheureusement toujours pas. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer finalement cette augmentation du panier moyen? Alors par le retour des giga-transactions. 5 opérations supérieures à 20 000 m² ont animé le marché au premier semestre, avec un secteur public-parapublic surreprésenté, avec les signatures de 2 ministères, celui de l'Intérieur à Romainville et celui des Solidarités et de la Santé sur la tour Olivier de Serres, Paris 15e. Mais aussi les signatures d'Enedis sur Altiplano à La Défense et GRDF à Saint-Denis, toutes deux détenues en partie par l'État. Enfin, Arkema va s'installer à La Défense sur Lightwell. Au regard des négociations en cours, 5 à 6 nouvelles opérations devraient être complétées cette année en Île-de-France. Là encore, le public-parapublic sera toujours à la manœuvre, avec notamment le nouveau deal du ministère de l'Intérieur sur Universène à Saint-Denis, mais aussi la VFA attendue de l'AFD sur la gare d'Austerlitz. Alors on l'a compris, je crois, c'est le retour des grandes transactions, voire des très grandes transactions. Est-ce que tu as observé d'autres tendances sur le marché des grandes surfaces ou des tendances qui se poursuivent? Oui, Eric. La bonne activité des écoles se confirme encore cette année, avec pas moins de 4 transactions au premier semestre, toutes dans l'ouest parisien. On parlera de l'Institut catholique de Lille sur le Vaisseau à Issy-les-Moulineaux, de l'IESEG et de l'ICN, toutes les deux sur les collines de l'Arche à La Défense, et l'IGS qui se fait construire un clé en main à Courbevoie. Les investisseurs et développeurs, longtemps réticents à faire les efforts nécessaires pour adapter leurs immeubles en ERP, sont à présent très proactifs. Le grand mouvement de concentration des écoles que nous observons actuellement représente ainsi une réelle opportunité commerciale pour bon nombre d'opérations. Alors, autre question d'actualité, on parle aussi beaucoup de l'attractivité parisienne. C'est un terme récurrent qui revient tout au long de ces rencontres. Alors Loïc, bonjour. Assiste-t-on à une rentrée massive d'entreprises situées à l'extérieur de Paris? Alors pour l'instant, pas du tout. Du moins, je dirais pas encore. Parce que c'est vrai, quand on regarde les chiffres sur les transactions supérieures à 1000 m² dans Paris intramuros, en 2019, il y avait 10% d'utilisateurs exogènes. En 2019, on est à 5%. Donc on peut pas dire que c'est significatif côté chiffres. Après, c'est vrai qu'en termes de communication, on entend sur le marché des mouvements radicaux. Je pense notamment à la société Cisco qui va quitter Issy-les-Moulineaux pour venir s'installer en plein cœur du 8e arrondissement. Ou encore, on parle d'une grande société de conseil qui est installée à La Défense qui pourrait rejoindre à horizon 2025, pareil, le 8e arrondissement. Mais pour l'instant, je dirais que ces mouvements sont assez rares sur le marché. Nous, ce qu'on constate sur le terrain en Île-de-France, c'est plutôt une recherche de centralité locale, c'est-à-dire le déplacement d'une entreprise vers le cœur de sa zone géographique. Et cette mobilité géographique, elle a plusieurs avantages. Elle en a 3 au moins. Je pense l'image, parce que meilleure localisation, plus de visibilité. Attractivité RH et confort salarié. Attractivité RH parce que meilleure accessibilité. Confort RH parce que des habitudes de collaborateurs qui sont moins bouleversées quand on reste sur une zone géographique. Et puis économique. Et là, je l'entends par faisabilité. Partons du principe que les entreprises vont faire de plus en plus de flex. Si je pars sur un taux de flex à 0,7, qui est le taux de flex moyen constaté en Île-de-France sur les entreprises, eh ben, le déplacement vers le cœur de sa zone géographique ne coûtera pas plus cher. Alors, as-tu des exemples justement pour illustrer cette mobilité géographique locale, oui, comme alors, tu l'appelles? On peut le voir à l'écran, on a quelques exemples, notamment à l'ouest avec la société Worldline qui a déménagé récemment dans la tour Voltaire, ou encore Arkema, Eric en parlait tout à l'heure, qui va rejoindre Lightwell pour son futur siège. Ces deux sociétés étaient précédemment installées en péridéfense. À l'ouest, on peut parler d'Altran qui était à Vélizy et qui a déménagé dans Meudon Campus à Meudon, ou encore CFAO qui va quitter Sèvres pour rejoindre le cœur de Boulogne. Et puis dans Paris, c'est la même tendance. On voit des sociétés
basculer du hors QCA vers le QCA. Et là, je pense notamment à la société Digital Classify, qui regroupe les marques Meilleurs Agents, Se Loger, qui va quitter le 18e arrondissement pour rejoindre une très belle opération, Society Opera, boulevard des Italiens, propriété d'AXA et de Norges Bank, donc en plein cœur du 9e arrondissement. Donc en conclusion, je dirais qu'à chaque secteur géographique, son QCA, qui renforce une fois de plus cette notion de polycentralité francilienne. Très bien Loïc. Alors si maintenant on revient dans Paris, est-ce que d'après toi, à l'inverse, tu as vu des utilisateurs qui auraient décidé de quitter la capitale? Alors, assez peu pour l'instant. Bon, ça représente quand même 20% des transactions signées à l'extérieur de Paris avec des utilisateurs parisiens. Maintenant, si on regarde à l'écran et si on décompte le nombre d'années de transactions moyennes qu'il faut pour absorber le stock à 1 an, on voit que Paris est en situation de sous-offre et la situation devient préoccupante. À cela, il faut ajouter une hausse continue des loyers depuis 2 ans. Donc on pourrait miser sur un report un petit peu plus important dans les mois à venir, les années à venir, à l'instar de la société GRDF qui est installée dans le 9e arrondissement et qui a décidé de déménager son siège social à Saint-Denis à horizon 2025 pour 23 000 m². Alors pour le coup, c'est peut-être un moyen d'aller chercher des immeubles vertueux en périphérie. Alors je me tourne à nouveau vers Cécile. Cécile, d'après toi, quelle importance accordent dorénavant les grands utilisateurs justement à cette notion de RSE? Alors là, encore une fois, plus que les employeurs, ce sont les collaborateurs qui sont à la manœuvre. En 2 années seulement, on est passé du nice to have au must have. On voit bien que 2021-2022, c'est une vraie bascule avec une sensibilité écologique qui augmente auprès des utilisateurs. Si on regarde quelques chiffres, par exemple, en 2021, 38% des collaborateurs souhaitaient travailler dans une entreprise qui agit pour le climat et qui respecte les ressources naturelles. En 2022, ils sont passés à 44%. Et donc, donc c'est à peu près la moitié. Quand on sait que l'immobilier représente 40% des émissions de CO2, il y a vraiment urgence à agir. Donc finalement, placer le développement durable au cœur des valeurs de son organisation, c'est plus juste une question d'éthique ou de sensibilité, mais un impératif pour toutes les entreprises. À ce sujet, on a finalement identifié 4 leviers principaux à disposition des utilisateurs pour agir justement sur le développement durable et sur la RSE. Donc le choix de l'immeuble, et là je laisserai Loïc le développer. Il y a également les aménagements, la consommation d'énergie et la mobilité. Alors si je commence par les aménagements, sur 50% de nos projets, c'est assez nouveau, nos utilisateurs nous demandent s'il est possible de réutiliser le mobilier existant, donc soit en les installant dans leur nouveau projet, soit en les réutilisant, en les donnant à des entreprises spécialisées qui peuvent faire ce qu'on appelle du reuse, c'est-à-dire réutiliser des cloisons, du mobilier et le transformer dans le nouveau projet. Le deuxième sujet, c'est la consommation d'énergie. Là aussi, un axe de réflexion important, c'est la lumière. On parle souvent de la lumière naturelle qui est importante pour la qualité de vie au travail. Donc, il faut vraiment privilégier cette lumière naturelle dans les aménagements. Et à défaut, on peut utiliser l'éclairage LED qui reste la meilleure option. Et toujours dans cette trajectoire de réduction des émissions, il peut y avoir des détecteurs de présence, des minuteries aussi qui permettent de réduire finalement la consommation d'énergie. Alors, si on parlait de mobilité douce, Cécile, alors je crois que tu es bien placée pour en parler parce que personne ne le sait dans l'auditoire, mais toi, tu viens au bureau tous les jours, quel que soit le temps. Quid de la mobilité douce alors? Vélo, c'est vrai. Je t'avoue que je pourrais pas plus me passer de mon vélo. Ça y est, je suis addict. Mais je suis pas la seule, figure-toi, parce que le volet mobilité douce est un prérequis maintenant dans les cahiers des charges. Donc on nous demande des emplacements pour les trottinettes, pour les vélos, obligatoirement, des bornes électriques aussi pour recharger les voitures. Dans certains immeubles, d'ailleurs, dans notre nouveau siège Métal 57, on nous a installé donc un hub mobilité avec des trottinettes et des vélos, au prêt pour les collaborateurs, avec Arval. Donc ça, c'est des nouvelles expériences qu'on met à disposition des collaborateurs. Et ce qui est assez nouveau aussi, c'est qu'on nous demande de réaliser des études de temps de transport avec le moyen de transport vélo. Donc là aussi, ça a un impact lorsqu'on déménage. Donc on prend en compte les voitures, les transports en commun et le vélo. Et enfin, dernière demande aussi étonnante qu'on a eue, on nous a demandé de mapper toutes les pistes cyclables d'accès vers les immeubles pour voir finalement comment ils étaient accessibles en vélo.
Alors très bien Cécile. Alors Loïc, maintenant, ce que décrit Cécile, est-ce que ça impacte les labels et certifications des immeubles que nous avons à commercialiser pour nos clients? La réponse est bien évidemment positive, mais si j'écoute Cécile, c'est vrai qu'on voit bien cette prise de conscience du dérèglement climatique par les utilisateurs et qui va être renforcée par la mise en place du décret tertiaire. Alors à l'écran, vous pouvez apercevoir, on a recensé tous les labels et certificants sur les immeubles qui sont livrés et qui vont arriver en livraison. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On voit l'essor du biodiversity, l'essor d'osmose, l'essor du bas carbone, clairement qui traduisent l'évolution des attentes des utilisateurs en termes de bien-être, tu en parlais tout à l'heure, en termes d'espace extérieur planté. Côté certification, on voit clairement que le BREEAM est en train de prendre le lead, sans jeu de mots, sur le HQE, qui est plus contraignant, qui est moins européen. Donc vous l'avez compris, les investisseurs, les développeurs ont bien pris en compte la nouvelle donne des utilisateurs dans ce domaine. Alors oui, mais plus spécifiquement par rapport au fameux décret tertiaire, on en est où Loïc aujourd'hui? Alors depuis 2 ans, tous les investisseurs de la place travaillent dur sur la première échéance du décret tertiaire qui est fixé donc à 2030. En fonction de l'âge de son patrimoine, les charges financières pourraient être conséquentes. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les immeubles avant la RT 2012 sont particulièrement concernés. Après la RT 2012, c'est plus des petits travaux de type relamping, changement de mitigeur éco-responsable. Voilà, donc c'est quand même assez léger après la RT 2012. Pour rappel, il va falloir télécharger les premières consommations, les consommations énergétiques des bâtiments sur la plateforme Opérate ADEME d'ici le mois de septembre. Donc c'est vraiment demain pour fixer l'année de référence. Donc vous le comprenez, il n'y a pas d'autre choix pour les investisseurs, mais aussi pour les utilisateurs de se soumettre à ce décret tertiaire sous peine de sanctions financières, de risques de réputation ou de décote importante du patrimoine immobilier. Très bien Loïc. Alors, mais Loïc, toi qui es quand même très solidaire, dans RSE, il y a un S qui veut dire social. Tout à fait. Est-ce que ça bouge aussi de ça ce me côté-là? définit bien ça, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment sur cette partie-là que les investisseurs ont travaillé ces derniers temps. Ils ont vraiment beaucoup investi sur ces domaines, sur le social. On se souvient tous de la première ouverture sur les Champs-Élysées du Café Joyeux, concept de café qui forme et qui emploie des serveurs, des cuisiniers porteurs d'un handicap. Et maintenant, ce type de café Joyeux, on peut le retrouver dans les immeubles de bureaux directement. Et là, à l'écran, vous pouvez voir l'opération Stories, propriété de Cardiff et d'AXA, où on va retrouver un café joyeux. Mais ce matin, je voudrais mettre aussi en avant les excellentes initiatives qui ont été prises par les équipes de Primonial REM dans la prochaine commercialisation de la tour Open à la Défense. Il faut savoir que dans cette tour, vous allez pouvoir retrouver 1400 m² d'espace dédié aux associations locales et nationales, le paiement à l'arrondi dans tous les commerces et les restaurants pour favoriser le micro-don, l'emploi de personnel en réinsertion dans tous les services, bref, une véritable tour solidaire. Merci Eric et Loïc pour cet éclairage sur le marché des grandes surfaces de plus de 5000 m². Alors passons maintenant, si vous voulez bien, au zoom par secteur. Bonjour à tous les quatre. Alors commençons par le quartier central des affaires. Alors Frédéric, on a beaucoup parlé de centralité déjà depuis le début de ces rencontres. Comment se comporte le marché du QCA? Je vois que tu as plutôt le sourire. Bonjour Eric, en effet on a le sourire parce que comme on le sait tous, avec ces 7 millions de mètres carrés, le QCA c'est un marché profond qui finalement s'auto-alimente. Alors le marché il réalise une performance par rapport à sa moyenne à 10 ans en hausse de 25% sur le premier semestre. Alors un marché qui est actif donc, mais quels sont les acteurs qui ont animé ce marché là depuis le début de l'année? Aujourd'hui, le secteur financier il reste le plus dynamique au premier semestre, suivi de très près par les sociétés de luxe. On peut noter la signature de Barclays sur l'avenue Hoche, la signature d'un grand nom du luxe sur la rue d'Anjou et la signature de Dior sur l'immeuble de Galilée-Vernet. Mais à la fin de l'année,
on peut parier que ce sont les opérateurs de coworking qui seront les plus gros consommateurs de mètres carrés compte tenu de la dynamique de prise à bail qui est la leur. Morning et Deskeo en tête, avec une importante salle de transaction et avec toujours cette même stratégie qui consiste à se concentrer sur le QCA pour densifier leur maillage. Alors je te sens très positif sur ce marché du coworking. Moi je suis positif, mais c'est surtout eux qui sont positifs. Les opérateurs ils sont très confiants quant à leur croissance. D'abord parce qu'on observe que tous les centres ils sont quasiment pleins, mais surtout car la part que représente le coworking dans le parc QCA, elle est de l'ordre de 5%, alors qu'à Londres on tangente les 15%. Donc ils se sentent extrêmement confiants. Mais si on peut revenir 2 secondes aux maisons de luxe, on perçoit que le fait de louer de simples bureaux, c'est plus leur unique préoccupation. Ces maisons elles recherchent une notion d'expérience utilisateur. Par exemple, on voit Dior qui profite de mélanger bureau, restaurant et musée rue François 1er. Et il y a un autre exemple, c'est celui de l'immeuble Pershing Hall, qu'on connaît tous, qui héberge le concept store Keith, alors j'espère que je le prononce bien, où on peut acheter des sneakers ultra hype tout en mangeant un bagel. Après tout, c'est un concept, le tout c'est de pas tâcher les chaussures, et ça avec des bureaux sur les étages supérieurs. Bon, je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers l'émergence de ces home flagships, et en tout cas vers de plus en plus de mixité des usages dans les immeubles de bureaux. Alors merci Fred pour ces bonnes adresses, je crois qu'on les a tous notées. Alors très intéressant, notre experte de l'expérience utilisateur, Cécile, est-ce que tu confirmes cette tendance ? Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot expérience utilisateur, donc je te le confirme, c'est une vraie demande de la part de nos utilisateurs. Et l'expérience utilisateur, c'est quoi ? C'est comment optimiser et finalement simplifier le parcours dans les bureaux. Pour cela, il faut s'interroger sur l'expérience hybride où le nomadisme est poussé à l'extrême, même au sein des bureaux. Donc il faut revoir l'organisation totale des bureaux, car finalement la vraie nouveauté, ce sont les réunions Teams, Zoom, où on mixe le présentiel et le distanciel. Juste un chiffre à ce sujet, en 2022, 80% des réunions à plus de 4 personnes se font en mode hybride. C'est-à-dire qu'il y a au moins un des participants qui se trouve à distance. Oui, tout de même. Donc, mais en quoi cela change les principes d'aménagement finalement des locaux ? Alors, il faut revoir du coup avoir des espaces adaptés à ces échanges-là, donc des box, des petites bulles où on peut faire ces réunions Teams, mais il ne faut pas laisser de côté tous les espaces collaboratifs, puisque quand même le rôle du bureau aujourd'hui, c'est de se retrouver, de collaborer, d'être ensemble. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu la différence dans un environnement de travail dit statique, donc quand c'est un bureau pour un collaborateur, on a à peu près 30% d'espace collectif. Quand on passe en environnement de travail dynamique, donc flex office, là pour le coup on augmente et on passe à 60% d'espace collectif. Alors je suppose que la connexion est devenue clé. Alors clairement, on peut plus imaginer des bureaux sans connexion parfaite, du réseau, du Wi-Fi partout. On nous demande même d'installer du Wi-Fi dans les espaces extérieurs de type rooftop ou terrasse pour pouvoir travailler pendant un moment. Plus précisément, si on prend le cahier des charges, il nous faut donc des salles de réunion connectées et réservables à l'avance. Il faut également des prises de confort dans tous les espaces de travail pour pouvoir travailler à n'importe quel endroit de l'entreprise. Et parfois même des applications mobiles, donc pour réserver sa place en salle de réunion, pour consulter le menu du jour ou pourquoi pas s'inscrire à un événement corporate. Et quand on interroge les collaborateurs sur le sujet du digital workplace, 90% disent que c'est un facteur essentiel d'intégration dans une entreprise. Donc il ne faut pas lésiner ce sujet. Et enfin, un dernier mot pour terminer. Quand on parle de travail hybride, on a cru que le télétravail allait remplacer le bureau. On a parlé du bureau 100% remote, du métaverse. Aujourd'hui, on se rend compte finalement que les bureaux vont se cloner. Donc un peu le double des bureaux réels, les bureaux virtuels vont faire leur apparition avec un rôle et un usage bien spécifique, comme par exemple des plénières à grande échelle, des formations ou encore des sessions de formation à distance. Alors, très bien Cécile, alors si on quitte le métaverse, mais pour revenir cette fois-ci sur la notion de flex, Frédéric, pour toi l'ultra-densification, est-ce qu'elle se confirme dans le cadre central des affaires ? En fait, on aurait pu s'attendre à une ultra-densification compte tenu du niveau de loyer atteint sur le QCA, mais c'est un phénomène qui ne se généralise pas. Alors il y a quelques exceptions, un type WeWork très attaché à son capacitaire, de l'ordre de 1 pour 5 ou 1 pour 6, mais le phénomène ne se généralise pas pour 2 raisons. D'une part, parce que beaucoup de sociétés ont consommé plus que leurs besoins pour répondre à une anticipation de croissance, mais aussi parce que les collaborateurs, ils ont vraiment adopté les espaces collaboratifs pour y travailler autrement. On parle d'ailleurs d'un seuil d'acceptabilité autour de 20% sur les espaces serviciels, contre 15% avant Covid. Très bien. Alors en matière de service, cette fois-ci, est-ce que tu as perçu de nouvelles attentes, Frédéric ? Un des game changers du Covid, c'est que même les immeubles indépendants de petite taille, ils doivent prévoir d'embarquer un certain nombre de services,
pour séduire les utilisateurs sensibles aux grands centres d'affaires. L'auditorium réversible, par exemple, il valorise bien les infras. Le studio aussi, pour faire des Teams plus qualitatifs vers les clients. Ou encore la farandole de prestataires qui propose un service de restauration connecté ou éco-responsable. Mais évidemment, le game changer des game changers, ce sont les espaces extérieurs qui en plus permettent d'aller chercher l'extra mile en termes de loyer. Aujourd'hui, on observe de très belles restructurations dans le QCA qui cochent toutes les cases sur des immeubles comme Châteaubriand, Beaujon, Capucine, Georges V ou encore Pierre Charon, qui réaliseront à coup sûr de très belles performances locatives dans la même veine que celle de l'immeuble Galilée-Vernet. Alors, outre les services, est-ce que les utilisateurs ont d'autres prérequis, Frédéric ? On doit noter un changement de comportement vis-à-vis des immeubles certifiés. Il est devenu commun que les acteurs du luxe et de la tech notamment fassent volontairement l'impasse de visite sur des immeubles qui sont trop faiblement certifiés. En gros, si on devait résumer leur état d'esprit, ce serait pas de certif, pas de visite, comme le vieux dicton. Bon, pour être plus sérieux, on s'en est une préoccupation des utilisateurs quant aux impacts financiers du décret tertiaire. Alors, dynamisme transactionnel, baisse de la vacance, comment mesures-tu les conséquences à court et moyen terme ? C'est vrai, le dynamisme du QCA, il reste fort, le taux de vacance, il vient de passer sous les 3%. Alors cette baisse, elle va avoir plusieurs impacts. D'abord, le ralentissement du nombre et du rythme de transactions, faute de combattants. Le retour des BFA, ce qui signe la fin programmée des marketing suites, bye bye. Le renforcement des coworkers qui ont une très grande capacité à préempter et à se projeter avant les acteurs traditionnels. Puis un impact sur le front des loyers, le spread entre le prime et le seconde main qui va se réduire à nouveau, avec cette conséquence qui est liée à un effet de rareté, qui lui-même risque d'être lié à un effet de compétition sur les actifs qui étaient bien placés, mais aussi s'étendre à ces actifs de seconde main qui jusqu'alors avaient des difficultés à s'écouler. Alors merci Frédéric pour cette... Pas tout à fait. Ah pardon, excuse-moi. Comme tu faisais une pause. Oui, je faisais une Mais pause. je t'en prie. Bon, pour finir sur le fond des loyers, les loyers vont continuer de croître. Le loyer prime, il s'établit aujourd'hui à 960 € sur l'opération Carré Concorde, jusqu'à ce qu'on officialise les 981 € sur le 52 Hoche. Le prime, qui est jusqu'alors réservé aux immeubles restructurés de services, principalement multilettes, qui répondaient surtout avec cette logique de grand plateau, c'est une chose qui devrait s'étendre aux immeubles indépendants, qu'on citait un petit peu plus tôt. Puis pour finir, Eric, les utilisateurs exigeants du QCA, ils vont continuer d'accepter de payer des loyers élevés, à la condition que les immeubles y soient bien placés, innovants, design, serviciels, efficaces, avec des espaces extérieurs. Parfait, quoi. Merci Frédéric, tu as raison, c'était important quand même d'aborder ce sujet des loyers. Et merci en tout cas pour cette analyse du marché du QCA. Je me tourne vers un autre Frédéric, Frédéric Dos Santos. Alors Fred, on vient de parler d'Ultra Prime. Qu'est-ce que cela t'évoque sur ton secteur de Paris Nord-Est ? Alors bonjour Eric, bonjour à tous. Alors la notion de loyer par mètre carré, c'est bien, mais avec la généralisation du flex office, c'est un peu réducteur. Grâce à Cécile, nous avons mis au point une matrice de sensibilité mixant taux de flex d'un côté et localisation de l'autre. Et on sait maintenant répondre à la question jusqu'où les utilisateurs peuvent espérer se relocaliser à ISOCOût. Alors en abscisse, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons mis les loyers moyens par secteur, en ordonnée les taux de flex et ce que ça représente en surface. Alors je vous propose de prendre un exemple. Une entreprise de 200 collaborateurs installée en première couronne nord et organisée sans flex peut choisir de s'installer dans Paris, à ISOCOût, à budget constant, avec un taux de flex de 0,4. Sa surface sera ainsi réduite de 2000 à 1160 m². Et même si on ne peut pas s'offrir du Paris intramuros, tout le monde n'a pas les moyens, ou avoir un taux de flex aussi agressif, les sociétés avec cette même logique peuvent se rapprocher des transports en commun ou des centres plus urbains. L'exemple le plus illustratif est celui de la société BDR Therméa, plus connue sous le nom de Dietrich, qui a quitté le Blanc-Ménil pour venir s'installer sur campus Condorcet, proche des transports métro Front Populaire et du RERB, Stade de France. Alors Cécile, je me tourne à nouveau vers toi avec le flex office. Alors est-ce que c'est une exception qui confirme la règle ou est-ce qu'on est vraiment sur un mouvement de fond définitif d'après toi ? Alors, je vais te répondre tout simplement avec un chiffre. 95% des projets que nous accompagnons passent en flex office et cherchent à optimiser leur mètre carré. Donc, il n'y a pas de doute, c'est vraiment une tendance de fond. Alors, ils veulent optimiser leur surface. Pourquoi ? Évidemment pour des raisons économiques, mais aussi pour mettre fin à ces bureaux vides. On est tous d'accord autour de la table pour se dire qu'il n'y a rien de pire que de venir au bureau et de se retrouver dans des espaces complètement vides. Alors, quel retour d'expérience peut-on faire ?
Alors déjà, souvent on me pose la question, est-ce que ça concerne toutes les entreprises et tous les métiers? Alors la réponse est oui. Aucune entreprise et aucun métier n'échappe à la règle à partir du moment où ils sont éligibles au télétravail. Et ce qui est important de savoir, c'est que le flex est avantageux pour les entreprises, donc on en parlait juste avant pour des raisons économiques, mais aussi pour les collaborateurs qui, après utilisation, se rendent compte de l'importance de tous les espaces dits alternatifs, donc tous les espaces collaboratifs, les salles de réunion, les working cafés, les positions de passage, toutes ces nouvelles... tous ces nouveaux espaces, En clair, maintenant, ce qui s'est transformé, c'est que pour un usage, un espace dédié. Donc, on est très nomade dans les environnements de travail. Et on calcule d'ailleurs différemment l'occupation. On regarde le nombre de mètres carrés. On ne regarde plus, le nombre de mètres carrés par collaborateur ou au poste, mais plutôt le nombre de positions par collaborateur. Donc, pour un collaborateur, un poste de travail classique, une place en salle de réunion, une position alternative. Alors si je comprends bien, c'est encore une tendance qui devrait favoriser l'attractivité ou la centralité parisienne, n'est-ce pas Fred ? Oui, alors Paris n'est pas toujours synonyme de centralité, cela se vérifie surtout sur les 4 arrondissements centraux, le 3, le 4, le 10 et le 11e arrondissement, concentrent 90% des transactions du quart nord-est de Paris. C'est un marché qui fait x2 par rapport à l'année dernière et c'est surtout x5 par rapport à l'année 2019. Historiquement endogène, c'est désormais 30% de nouveaux entrants qui arrivent de l'ouest parisien, merci Fred, qui arrivent plutôt du QCA ou du 15e. C'est le grand retour également. Merci Marie. Merci Marie. C'est le grand retour des coworkers et de la tech. On les attendait post-Covid, qui représente un deal sur 2. Exemple de MyFlexOffice avec une montée en puissance, Budget Insight. La demande d'espace flexible est bel et bien ancrée, Eric. Donc une recherche de flexibilité, si on t'écoute, qui ne se dément pas. Est-ce que cette recherche de flexibilité est assortie d'espaces recevant du public, ou autrement dit ERP? Tout à fait, Eric, tu vois juste, oui. Il représente désormais un quart des négociations en cours sur des immeubles présentés à plus de 500 € du mètre, et c'est presque ça la nouveauté. Certes, les coworkers sont demandeurs, mais c'est surtout des établissements publics, des instituts de formation et des associations qui commencent maintenant à s'organiser et à se réunir pour créer leur propre coworking. Très bien. Alors, si on laisse de côté la NetEco et le coworking, est-ce que tu vois d'autres nouveaux acteurs prendre le bout de leur nez et arriver sur le quart nord-est parisien? Tu veux vraiment tout savoir. Si je te dis Gorillaz, Flink, GoPuff, Ritchie ou encore Cajou, est-ce que ça vous parle? Il s'agit des fameux dark stores. Ils représentent une transaction par mois sur le quart nord-est parisien. C'est la guerre des places. On a même Gorillaz et Getir qui sont de part et d'autre du rez-de-chaussée du même immeuble. Ils consomment en moyenne 500 mètres carrés par site et s'intéressent à des locaux qui ne trouvaient pas preneurs. En revanche, ça assèche terriblement les quartiers en matière de commerce, et vous l'avez certainement tous constaté dans vos quartiers. Mais cette frénésie pourrait être ralentie par la mairie de Paris, qui se charge de leur rappeler que leur activité n'est pas compatible ni avec de l'activité commerce, ni avec de l'activité bureau, et qui voudrait voir les dark stores partir plutôt dans des locaux en affectation activité. Alors ce que je vous propose, c'est de suivre cette affaire de très très près. On le fera, Frédéric. Merci. Alors, on ne peut évoquer la centralité sans évoquer son impact, bien entendu, sur les territoires les plus éloignés. Et là, je me tourne vers Marie. Bienvenue, Marie. Bonjour, Eric. Comment s'en sort la seconde couronne sud et Vélizy-Saint-Quentin? Eh ben, écoute, je vais casser un peu l'ambiance, Eric, je suis désolée, mais ce secteur est encore en perte de vitesse cette année. Le nombre de transactions a été quasiment divisé par 2 comparé à 2018-2019. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près, ce sont les petites et surtout les moyennes surfaces qui souffrent, avec toujours ce relais de croissance à la vente utilisateur. C'est quand même 2 deals sur les 6 référencés depuis le début de l'année en moyenne surface. À l'inverse, les grandes surfaces, elles surperforment avec déjà 4 opérations depuis le mois de janvier. Et les dernières références illustrent bien le phénomène de mobilité locale qui était décrit tout à l'heure par Loïc. Alors, je suis venue avec des exemples. Nokia va ainsi quitter Nozay pour s'installer à Massy et Transavia se rapprochera davantage des pistes sur Cœur d'Orly. Ils se recentrent sur le quartier d'affaires de leur propre secteur. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première couronne sud ou encore la boucle sud qui profite de cette contre-performance de la seconde couronne? Alors, on va distinguer ces 2 secteurs, ils sont assez différents. D'abord, la première couronne sud, elle est en pause, mais les dernières recherches exprimées et les discussions en cours nous laissent quand même espérer un redémarrage d'ici la fin de l'année. Alors, il est vrai que les grands utilisateurs de ce secteur avaient déjà fait leur révolution immobilière au cours de la dernière décennie, Orange, Crédit Agricole, Engie, et puis
puis, c'est aussi un territoire de back-office, avec la mise en place d'un télétravail assez massif. Ces effets ne sont pas encore complètement dilués. Et puis j'ajouterais que c'est un marché assez peu profond, une centaine de deals par an, toutes surfaces confondues. Le tout dans un contexte où le stock d'offres neuves a atteint un niveau historiquement élevé. Il faut donc s'attendre sur ce territoire désormais devenu trop endogène à une tension sur les incentives et aussi sur les loyers. Et sur la boucle sud, alors Marie, situation elle a un temps d'avance sur la première couronne sud. Elle est en plein recovery, avec un quartier en tête, c'est celui du Trapèze, qui attire, alors bien sûr par la qualité de ses immeubles, mais aussi par la qualité de vie qu'il propose, ses transports actuels et sa future ligne 15. Pourtant, les acteurs du monde audiovisuel et plus généralement des médias ne sont pas encore au rendez-vous. Ils ont pourtant toujours été de gros consommateurs de surface à Boulogne, mais il y a d'autres secteurs d'activité qui ont pris le relais et qui se montrent particulièrement dynamiques. Je pense par exemple à l'industrie, avec les récents mouvements de Vallourec ou encore Michelin, et aussi à l'agroalimentaire, General Mills l'an dernier et Cronenbourg cette année. Et si tout se passe bien, Eric, nos équipes devraient pouvoir annoncer 3 autres transactions significatives avec cette typologie d'acteurs d'ici la rentrée de septembre. Ça ne saurait t'échapper, Marie, j'en suis sûr. On croise les doigts. Alors, est-ce qu'il y a une typologie d'immeubles qui a la préférence des utilisateurs sur ce secteur ? Oui, clairement, Eric, ce sont les immeubles de service. Depuis la crise, au-delà de 1000 m² sur la boucle sud, 9 entreprises sur 10 choisissent un immeuble de service. La Tour Horizon, Arc de Seine à Boulogne, O12, Équateur à Issy-les-Moulineaux, tous ces immeubles ont su attirer les salariés en proposant des espaces communs et une offre de service totalement rénovée, repensée pour mieux répondre à leurs attentes. Et la grande nouveauté, à l'identique du QCA, c'est que même les plus petits gabarits proposent désormais des services, comme ça a été le cas pour les 4000 m² du Boston à Issy-les-Moulineaux. Alors, cette sélectivité, cet appétit pour l'offre de qualité, elle a une conséquence, ça a une conséquence directe. Le loyer moyen de signature sur la boucle sud en mid-market s'est envolé. Il a progressé de 18% en à peine 2 ans. Et il dépasse aujourd'hui les 450 € du mètre. Ah oui, tout de même. Alors, si je me retourne vers Cécile, pouvait-on s'attendre à un tel plébiscite, justement, en faveur des immeubles dits serviciels ? Alors c'est vrai que c'est assez étonnant. On s'attendait finalement tous à l'inverse. On croyait que le schéma télétravail et commerce de proximité allait l'emporter sur ces immeubles serviciels. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors là aussi, je rejoins ce que disait Frédéric, les services comme la restauration sur place sont toujours très plébiscités. En revanche, il y a une transformation de ces services-là. La cantine classique est un peu has-been maintenant. On est passé plutôt sur des halles gourmandes ou des cantines connectées où vraiment la qualité est très importante. Toujours dans les services les plus plébiscités, la salle de sport. La salle de sport reste très demandée, mais elle se transforme aussi. On parle plutôt d'espaces wellness, un peu inspirés des grands hôtels, et on a même des immeubles comme l'immeuble Symbiose qui propose des hammams, des saunas pour les collaborateurs. Donc c'est grand luxe. On commence aussi à assister à une généralisation d'autres services de type conciergerie, également des crèches. On voit de plus en plus des ateliers pour réparer les vélos, on en parlait tout à l'heure à propos de la mobilité douce, ou encore des kiosques IT inspirés un peu finalement des Apple Store. On peut venir faire réparer ou échanger son matériel informatique. Et ce qui s'est également transformé, c'est que finalement ces services étaient le plus souvent au pied des tours, au pied des immeubles, dans les socles d'immeubles, et on voit une transformation. Ils sont montés dans les étages, dans des tours et des immeubles. À la place des directions générales, on peut avoir un restaurant d'entreprise vraiment au dernier étage des tours. Donc on voit que vraiment les entreprises sont prêtes à tout pour attirer leurs collaborateurs au bureau. Très bien Cécile, alors maintenant si on rentre dans Paris avec Marie. Marie, tu nous annonçais, je me souviens l'an dernier, des valeurs qui étaient carrément records sur le 7e arrondissement. Est-ce que ça se poursuit ? Écoute, on avait pris l'habitude de dire ici que le 7e arrondissement était l'extension naturelle du QCA. Aujourd'hui, on peut dire qu'il en fait partie. Les acteurs du luxe et des finances sont bel et bien de retour et ils assèchent l'offre. Aujourd'hui, le taux de vacances s'établit à 1,4%.
C'est un retour au stock de 2019 et l'impact se fait sentir immédiatement sur les valeurs. 2022 devrait établir à nouveau un record avec des négociations en cours au-dessus de 950 €, alors que la barre symbolique des 900 € n'avait encore jamais été franchie. Alors donc une raréfaction de l'offre sur le 7e, on l'a bien compris, mais qu'en est-il des autres arrondissements de la rive gauche ? Eh bien, c'est un succès, une tendance qui s'étend au 15e arrondissement. Les opérations de Îlot au 123 Grenelle et Biome Émile Zola se sont toutes les deux signées à plus de 650 €. Et demain, avec le regroupement de BPCE Natexis sur les Tours du Haut, on attend 150 000 m² d'offres à venir dans le 13e arrondissement. Et c'est ce quartier qui va devenir l'oxygène de la rive gauche. C'est une opportunité de se renouveler. D'ailleurs, Memphis et Airtime ne s'y sont pas trompés. Ils seront les précurseurs de ce renouvellement de quartier, puisqu'ils vont accueillir à eux deux et en moins de 2 ans, une dizaine d'utilisateurs de petite et moyenne surface. Alors, ce secteur de la grande bibliothèque parvient aujourd'hui à attirer des visites d'utilisateurs du QCA, voire de la Défense. Parce que ils sont de plus en plus convaincus par le bien fondé de la ligne 14, et ça c'est assez nouveau. Il ne reste plus maintenant, Eric, qu'à transformer l'essai. Eh bien, merci Marie. Bonjour Frédéric, le 3e Frédéric. Alors, autre secteur de report du QCA, c'est Neuilly, sur l'axe historique, comme on le sait tous. Est-ce que ça va prendre le relais à l'ouest du QCA, d'après toi Frédéric ? Alors oui, effectivement, Eric, avec 8 transactions de plus de 1000 m² enregistrées depuis le début de l'année, c'est clairement un booming market grâce à une offre de qualité et restructurée. Et comme à Paris, nous avons également signé un loyer record de 680 € par mètre carré sur le 157 Charles de Gaulle. Les opérateurs de coworking y sont également omniprésents avec 6 enseignes disponibles et la pénurie d'offres se profile également. Alors, en tant que Neuilléen, Frédéric, on te sait fervent défenseur de Neuilly, mais est-ce que cet assèchement de l'offre ne devrait pas finalement profiter à la commune de Levallois avec un effet report ? Alors Levallois est moins un marché de report, probablement à cause de logiques de transport moins plébiscitées, mais comme à Neuilly, une vague de 80 000 m² d'offres restructurées et bien situées suscite de nouvelles demandes et redonne du souffle au marché. Et les premières transactions arrivent avec la signature de Eni sur l'immeuble The Go. Du coup, les investisseurs redeviennent appétents sur la commune, et qu'on se le dise Eric, Levallois is back. On le note, c'est inscrit. Alors dirigeons-nous maintenant, si vous voulez bien, vers la Défense. Est-ce que la centralité est l'unique raison de son succès de ces 3 dernières années, d'après toi, Frédéric ? Alors c'est bien la centralité, mais associé aussi à un super rapport qualité-prix de l'offre qui nous permet encore de tabler cette année sur un take-up de près de 200 000 m² en vampirisant certes les secteurs voisins. La Défense, c'est aussi un formidable booster pour les marques employeurs, des clusters industriels, énergétiques et de conseil, car le territoire s'est juste métamorphosé, passant du big is beautiful au user-centric en devenant ainsi plus récréatif. L'afterwork continue d'ailleurs de s'améliorer avec l'arrivée du perchoir, de Mama Shelter et le verdissement du parvis de Cœur Transport à l'Esplanade. Enfin, ce secteur gagne aussi en fluidité et en perméabilité en abaissant ses ponts-levis, entre guillemets, avec la création de 12 nouvelles passerelles, de la Rose de Cherbourg à la future passerelle de Neuilly. Alors on l'a bien compris Frédéric, la Défense est désormais plus user-centric pour reprendre ton expression, mais la Défense, est-ce qu'elle a aussi d'autres ambitions ? Comment est-ce qu'elle voit l'avenir ? Absolument Eric, Paris La Défense nourrit pour son territoire 2 grandes ambitions pour l'avenir. D'un côté, une mixité résidentielle tertiaire enfin harmonieuse grâce aux 5 projets empreintes et avec au programme développement durable et agrément de vie. Et d'un autre côté, incarner le premier quartier d'affaires post-carbone, et c'est déjà en marche avec Inspire, le premier immeuble bois-béton de la Défense, qui fera ainsi écho aux immeubles Origine et Arboretum de la Péridéfense. Alors bien, justement, parlons-en de la Péridéfense, vampirisée par la Défense. Quelle est ta clé de lecture du taux de vacances qui s'élève tout de même à 19% aujourd'hui en Péridéfense ? Alors Eric, ma clé de lecture est relativement simple. Pour l'utilisateur, la logique desserte est stratégique et hiérarchise complètement l'offre disponible. Et c'est bien ce besoin de centralité imposé notamment par les DRH qui démode près de 50% de la vacance située à plus de 10 minutes à pied d'une desserte ferrée. À l'inverse, c'est plutôt successful pour près de 20% de l'offre située à moins de 5 minutes d'une station ferrée, mais qui concentre à elle seule près de 70% de la demande placée en moyenne surface depuis 2020. Eh bien, j'ai envie de te dire thanks Frédéric. Alors,
En synthèse, vous l'aurez compris, le marché francilien des bureaux affiche une belle résilience en ce début d'année. Le premier enseignement, je pense qu'il faut retenir de ces rencontres, c'est l'exode annoncé par certains en faveur des régions n'a pas eu lieu. Contrairement aux idées reçues, la recherche de centralité n'est d'ailleurs pas que parisienne, on vient de le voir avec Frédéric, mais s'inscrit aussi plus localement sur les marchés périphériques et Loïc est bien revenu dessus. Plus généralement, le resizing favorise la consommation de services et de bureaux souvent un peu moins standardisé. Enfin, le moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés alimente le record des valeurs prime à nouveau battu cette année sur le QCA de Frédéric Godard. Et puis enfin, la RSE qui est désormais un must-have, bousculant au passage la hiérarchie et certification et label. Alors l'immobilier doit définitivement, on le sait tous, être plus durable, solidaire, plus inclusif, et bien entendu compatible avec l'hybridation des usages. J'aurais envie de vous dire en conclusion, la nouvelle normalité est aujourd'hui une réalité. Alors on va maintenant se prêter au jeu des questions et réponses. Alors, je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont d'ores et déjà arrivées. Alors... Alors j'ai une première question en effet, je crois que cette première question sera pour Loïc Cuvelier. Alors est-ce que le taux de flex de 0,7 est une nouvelle norme ? Difficile comme question. J'ai pas de boule de cristal, mais je dirais que c'est assez nouveau pour beaucoup d'entre nous, le flex office. On l'a découvert nous pour notre part sur Metal 57 il y a quelques mois. Je dirais que on est rentré dans une période de test and learn qui, à terme, va nous permettre de tirer des retours d'expérience, des enseignements. Et je pense qu'un accompagnement des salariés sera sûrement nécessaire dans beaucoup d'entreprises. Si je peux compléter, je pense que ce qui est important dans le passage en flex, c'est vraiment l'accompagnement, donc l'accompagnement à la transformation, embarquer les collaborateurs dans ce projet. Donc ça passe par des ateliers, par la rédaction de chartes de vie. Enfin, il y a vraiment des transformations qui accompagnent le flex office, comme le zéro papier ou la digitalisation. Donc un point clé pour un bon passage en flex, c'est une bonne campagne d'accompagnement au changement. C'est intéressant d'avoir votre double lecture avec l'expert marché et l'experte en aménagement de locaux. Je passe maintenant peut-être à la seconde question. Là, elle sera pour Frédéric Bliss. Parce que c'est vrai que là, tu as parlé de la défense, certes, mais tu nous as aussi beaucoup parlé de Neuilly. On interroge sur les loyers prime de Neuilly. Frédéric, est-ce que, d'après toi, ils peuvent encore augmenter en 2023 ? Alors Eric, on aime Paris pour la qualité de sa desserte et la qualité de la vie qu'on peut y avoir au sein de la capitale. Eh bien Eric, aujourd'hui, Neuilly se parisianise avec un nouveau hub de transport Porte-Maillot qui abritera donc l'arrivée des halls et qui aussi également sera complété du RER de la ligne 1 de métro. Une qualité de vie également au rendez-vous avec les nouvelles allées de Neuilly, la proximité du Bois de Boulogne et cette ambiance de village qui caractérise toujours autant la commune. Et bien sûr une offre de qualité et restructurée bien souvent. Du coup l'effet rattrapage locatif devrait s'opérer et les loyers prime devraient prochainement commencer, on l'espère, par un 7. Très bien. Bon, écoute, je crois que c'est une très bonne nouvelle pour nos investisseurs ambitieux sur la commune de Neuilly. On l'a compris, Neuilly c'est Paris désormais, ou presque. Alors, autre question, et merci encore à tous pour ces différentes questions. Tiens, je pense qu'une fois de plus, on peut jouer sur le tandem de Cécile et Loïc. Est-ce que le modèle avec un siège social et des hubs de proximité des gares intéresse les utilisateurs ?
Alors, si je comprends bien, on parle des gares. J'imagine qu'on parle des gares de train à Paris. Alors oui, c'est vrai que quand on travaille des projets immobiliers, on a souvent cette phase de scénario immobilier, et les grandes entreprises nous demandent souvent d'étudier ces scénarios, d'avoir donc un siège social peut-être un peu réduit, un peu plus central, comme on le disait tout à l'heure, et des hubs à proximité des différentes gares, donc gare du Nord, gare Saint-Lazare. On l'étudie et pour être honnête, on a très peu de cas de figure où on est passé à l'action, on a vraiment mis en place ce scénario. Alors une des raisons pour lesquelles on fait on applique très peu ce genre de scénario, c'est que finalement on veut se retrouver au bureau, on veut être ensemble, donc le fait d'avoir un seul lieu où se retrouver est quand même plus favorable pour les entreprises, pour la cohésion d'équipe, ce qu'on se disait tout à l'heure. Pour toi, Loïc? Ouais, je vais compléter ce que dit Cécile. Je pense que c'est vrai qu'à une époque, certaines entreprises étaient dans une logique de back et de front office. Donc avec le siège social en plein cœur du quartier central des affaires et puis des bureaux qu'on pouvait avoir en périphérie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus trop ce type de demande. Et je pense qu'en effet, comme tu le disais, Cécile, avec l'émergence des nouveaux modes de travail, l'objectif pour les entreprises, c'est quand même, on vient un petit peu moins au bureau, donc c'est quand même de pouvoir échanger, collaborer. Et la meilleure réponse à ça, c'est d'être sur un seul site. Très bien. Voilà. Alors j'ai une nouvelle question, je ne sais pas si ce sera la dernière, mais oui, c'est vrai que si on veut tenir le timing, je pense que ce sera la dernière, et elle est pour toi, Frédéric. Une question un peu touchy sur les mesures d'accompagnement sur le QCA. Est-ce qu'elles vont enfin baisser? Ouais, instinctivement, avec un taux de vacances qui baisse, on a envie de se dire que oui, elles vont baisser. Ce qu'on constate en revanche, c'est qu'elles sont le corollaire de la fluidité des transactions sur les loyers ambitieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reste sur un 2 mois d'accompagnement par année ferme. Et ça, la raison pour laquelle elle reste aussi haute, c'est que statistiquement, il y a eu beaucoup de deals GS, un rattrapage de deals GS, et il y a eu pas mal de deals en mid-market qui ont été faits sur des valeurs prime. Donc, pour accompagner le prime, il a fallu quand même accompagner avec des accompagnements qui soient généreux. Si on doit se dire qu'elles vont baisser par quelque part, ce sera plutôt par les petites et moyennes surfaces, ou plutôt même carrément les petites surfaces, qui en général sont des immeubles qui sont pas restructurés et qui sont pricés du coup un tout petit peu moins haut. Et donc, c'est là qu'on risque de voir des performances en termes d'accompagnement plus faibles, parce qu'il y a une compétition entre deux acteurs et du coup, faut monter à pas de franchise du tout. Et donc, dans ces cas-là, on pourra peut-être les voir se baisser. Mais je pense qu'elles vont continuer à rester hautes pour accompagner les loyers qui sont eux-mêmes en train de monter. Très bien, écoute, très clair Frédéric, donc plutôt optimiste en effet sur le marché à venir. Alors nous arrivons au terme de ces rencontres 2022, c'est vrai qu'on s'était engagé vis-à-vis de vous à tenir en 1 heure chrono, dont 3 quarts d'heure plus 15 minutes de questions-réponses. Alors j'ai Marie, Frédéric et Eric qui devraient nous rejoindre sur les plateaux. Alors toutes les questions n'ont malheureusement pas pu être traitées, j'en suis le premier, désolé. Ce que l'on va faire, c'est qu'on les conserve précieusement afin de revenir vers vous très probablement de manière plus individuelle. En tout cas, je voulais remercier tous nos intervenants ici présents et aussi vous remercier pour votre grande fidélité à ces rencontres, en espérant vous avoir convaincu, bien entendu, avec notre lecture de cette nouvelle normalité. Ça va être le mot de l'été, le mot à la mode. Excellente journée et un très bel été justement à tous et à chacun d'entre vous. Et j'aurais envie de dire, vive le bureau. Et vive la RSE. Et vive le change. Vive la défense. Vive le QCR. Merci.